Nous sommes sur la route depuis 2 ans. Nous avons parcouru l'Europe et l'Asie avec nos 3 enfants. Maintenant, nous les emmenons à la découverte du continent américain. Nous, c'est les Waffles, et ça, c'est nos aventures. Après une petite nuit très pourrie sous le pont de Rio Dulce, ouais, c'était franchement vachement pourri. Au début on trouvait l'endroit craignos, au final c'est pas qu'il est craignos, c'est juste que ça fait beaucoup de bruit dès qu'il y a un camion qui passe sur le pont, ça fait boum. On va partir en balade en bateau. On va aller jusqu'à Livingstone, c'est notre ami Milton qui nous a offert cette visite. À la base on n'avait pas du tout prévu de faire ça. Parce que voilà, c'est un peu le truc que tout le monde fait ici, un peu touristique, mais voilà, on nous l'offre, on en profite, on y va. Ça veut dire qu'on va aller voir dans des marais, on va aller voir une réserve d'oiseaux et on va arriver jusqu'à Livingstone. Après 40 minutes de bateau, on arrive ici autour d'une petite île où se reproduisent 4 sortes d'oiseaux. Cormorans, hérons et je sais plus les 2 autres. Voilà. C'était un peu long, on est passé pas mal dans un chenal où il y a pas mal de belles maisons avec des beaux petits bateaux bien sympathiques. C'est la partie rive du Guatemala ici. On vient d'apprendre que le cormoran il peut quand même plonger jusqu'à 18 pieds, ça fait pas loin de 6 mètres ça. 6 mètres sous l'eau, c'est pas mal pour un oiseau quand même. Deuxième partie, on arrive dans les mangroves. On arrive au 3e arrêt qui est en bain d'eau chaude, source chaude. En même temps, il y a un vendeur de poissons qui est arrivé à côté de notre bateau, qui a montré un poisson qui est gigantesque. On est dans les eaux chaudes. Là derrière moi il y a de l'eau chaude qui sort là où est ma main. Et en fait ce qui est marrant par rapport à toutes les sources chaudes qu'on a fait précédemment en Géorgie, en Turquie, je ne sais plus où. Comme spécialiste des eaux chaudes. Oui, comme spécialiste des eaux chaudes comme dirait Anaïs, c'est que d'habitude c'est un bassin fermé et donc l'eau on va dire elle est de température constante. Ici en fait avec les vagues vous avez froid puis parfois vous avez très chaud et ça brûle. Là mon dos par exemple il est occupé à brûler. Comme ça arrive dans une rivière et que il y a des bateaux qui passent, ça crée des mouvements de vagues et donc c'est difficile de rester à un endroit et d'avoir une température constante. Là par exemple, là j'ai un coup, ça chauffe de trop. Moi je cherche l'endroit parfait. Il n'y a pas d'endroit parfait, c'est justement ça le... Ça y est, on pue l'œuf pourri, on va pouvoir reprendre notre marche vers Livingstone. On va aller nous promener là-bas. Alors Livingstone c'est une communauté Garifuna du Guatemala. Merci mon amour. Alors je savais pas qu'il y avait aussi les Garifuna au Guatemala. Donc dans une des vidéos j'ai dit qu'il y en avait que au Belize et en Honduras. Et bah non, il y en a ici aussi. C'est sur toute la côte. On arrive dans le canyon de Rio Dulce qui n'est plus qu'à 15 minutes de la mer. Et en effet c'est un canyon assez étroit avec une roche blanche comme ça. C'est assez sympa, c'est assez joli et c'est très vert autour de nous, ça fait un peu forêt vierge. Donc les gars, on est arrivé à Livingstone. On est au bras entre le Rio Dulce et la mer. Donc tout ce qui est là-bas c'est la mer Caraïbe. Et Livingstone, c'est une ville Garifuna. Qui se souvient de ce que c'est les Garifuna? Bon, pas de bol pour nous, on arrive à Livingstone et il pleut. Là ça va, la pluie est une petite pluie fine. Donc on va pouvoir marcher un peu, se promener. Attention, on se met sur le côté, il y a des tuk-tuk partout. Petite ville. Beaucoup de bâtiments sont pas dans un super état avec beaucoup de couches de peinture pour un peu masquer que ça s'abîme très fort. Là on est dans la rue commerçante. On va essayer de se diriger vers de l'autre côté de la ville où il y a une statue. Mais je crois que la ville en elle-même elle a pas quelque chose de particulier à voir en fait. C'est juste l'ambiance de nouveau. Mais c'est plus mélangé qu'à Hopkins. On arrive sur la bord de plage avec derrière nous la mer des Caraïbes.
Voilà, c'est vraiment à l'endroit ici où se rejoint Rio Dulce et la mer des Caraïbes. Donc de l'eau non salée et de l'eau salée, l'eau douce plutôt, pour le dire correctement. Bon, soyons honnêtes, jusqu'à présent Livingstone, c'est pas entretenu, c'est même très mal entretenu, ou plus du tout, on a un peu abandonné certains endroits, et surtout c'est très sale. Là on est sur un bras de plage, c'est juste, voilà, c'est un des trucs les plus sales qu'on ait vu depuis qu'on est sur le continent nord-américain. C'est un peu dommage. Donc si vous allez au Guatemala, franchement, épargnez-vous d'aller jusqu'à Livingstone. Derrière nous, c'est la statue du sauveur du monde. Voilà, pas fou, pas très visible. Juste avec un beau cormoran dessus en fait. Voilà. Retour au bateau, fin de la visite de Livingstone, comme on l'a dit, rien de transcendant. Voilà, c'est bien, on l'a vu, mais c'est pas un must. Petit fort de 1595 quand même, qui était une base militaire, une prison et un poste de douane. Voilà. Et il sépare la lagune du lac Izabal, le lac Izabal qui est le plus grand du Guatemala. Voilà, c'est fini la balade en bateau, elle aura duré un peu plus de 4 heures quand même. Le plus chouette en fait c'est d'être sur le bateau et de voir les paysages. Ça c'est très clairement le plus chouette. On a quitté notre petit spot pourri de Rio Dulce, on est arrivé à Morales tout à l'heure, on s'est installé sur la zone où il y a le stade et tout ça, et c'est assez sympa. Bon, aujourd'hui il y a une célébration religieuse là, donc ça fait beaucoup de bruit, ce qui fait qu'on est parti se promener un petit peu. Là on voit la petite église de Morales et la place et le palais municipal. On en profite pour faire une petite pause glace. C'est pas mal de découvrir cette petite ville guatémaltèque comme ça. On vient ici parce que, comme je vous l'ai dit, casser mon bras de suspension, et c'est ici qu'on nous a conseillé un bon garage. Donc on va rester un jour ou deux ici, le temps de réparer Jeff et de le préparer pour passer la frontière. Branle-bas de combat ce matin, direction le garage. Le garage, vous savez qu'on a pris un casse-vitesse à 60 km/h. On a un bras de suspension arrière cassé. Faudrait aussi regarder nos problèmes de batterie parce que je sais pas si on l'a dit. Je vous l'ai dit quand même, car c'est que depuis quelques temps, après la route, Jeff il démarre pas, il y a comme un faux contact au niveau des batteries. Il faut que j'aille taper dessus avec un bout de bois sur l'Écosse. Donc je pense qu'il y a un problème au niveau des polarités là, qui se fait. Il faut avoir un truc dans le flux qui est pas juste. Vous voyez, on a dormi ici à côté du terrain de sport. Là il pleut, ouais, il fait pas très chaud pour le coup. Enfin bon, je dis, c'est aller au garage, c'est un moment stressant pour nous à chaque fois. Parce que ici, même si le garage il est recommandé par notre ami Milton et qu'on sait qu'en théorie ça devrait être une bonne adresse, vu que lui il a quand même pas mal de connexions, c'est toujours est-ce qu'on va tomber sur des mecs compétents qui connaissent, qui savent, est-ce qu'ils auront la pièce, est-ce qu'ils pourront trouver la pièce, est-ce qu'ils vont pas expédier le travail. On a toujours ce souvenir de la fois où on a changé le turbo au Pakistan et que ça a été n'importe quoi. Et d'ailleurs ça a pris tellement de temps qu'on est arrivé en retard à la frontière pour passer la frontière avec l'Inde. C'était la pire décision qu'on avait prise, c'était de faire ça. Et là aller au garage, est-ce que tout va bien se passer de nouveau, est-ce qu'on va s'en sortir sans problème? Voilà, heureusement on est quasiment à côté du garage, c'est pour ça qu'on est venu dormir ici à Morales. On va terminer les préparatifs, il va falloir faire demi-tour, il y a une voiture qui m'a collé, ça c'est pas cool. Mais bon, allez go. Et voilà, ça c'est le problème électrique qu'on a. Donc ouvrir, taper sur les batteries. Bon, ce matin, le fait de taper sur la batterie, ça suffit pas. C'est con parce qu'on est à quelques mètres du garage, donc on pensait y aller aujourd'hui. J'aurais peut-être dû aller se garer là-bas hier quand même. Nico est en train de vérifier. Allez Jeff, dernière fois.
Bon, espérons que le garage va pouvoir faire quelque chose pour nous parce que là, ça devient critique. On est arrivé au garage de notre ami Milton, on a vraiment eu du bol dans cette rencontre parce qu'au final c'est son garage à lui. Lui il est importateur de machines agricoles, mais bon plus que ça il a des stations d'essence et un garage aussi, ce que je savais pas du tout. Et donc du coup quand je lui ai demandé de m'envoyer vers quelqu'un de confiance, en fait il m'envoie chez lui. La personne elle a déjà démonté une des deux suspensions et elle est occupée à regarder si on peut trouver ces suspensions ici dans les environs. Ça va être le nerf de la guerre. Et pendant ce temps là moi je nettoie les cosses de mes batteries parce qu'il m'a dit que mon problème d'électricité c'était simplement de la corrosion sur les cosses. On va tenter ça, écoutez, ça me prend rien, un peu de brosse à métal, heureusement j'en ai une et puis on y va quoi, on nettoie. Alors pour la mécanique, parce que j'ai vu récemment une vidéo, je vous la mets là, c'est d'un couple de voyageurs qui ont fait l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, qui parlait des 5 mensonges sur la van life. Et il parlait du fait que quand on regarde des vidéos de voyageurs, on a l'impression qu'ils savent tous bricoler ou qu'ils sont tous mécaniciens. Eux, c'était pas leur cas. Nous, c'est pas du tout notre cas. Le truc, c'est quand tu as une vieille chèvre comme celui-là, et ben en fait, tu es obligé d'apprendre sur le tas. Et donc à force, tu fais un maximum toi-même. J'ai fini de nettoyer, de remettre les batteries. J'ai aussi remis le phare avant qui était ressorti. C'est toujours un peu casse-pied, ça. Il y a un truc pour le faire. Il faut toujours le coup de main pour y arriver. Donc je vais voir si c'est bon pour faire un essai de démarrage après. Ouais, l'Écosse c'était vraiment très sale avec l'Inde. C'est surtout en fait je pense la partie où on était à Shuburna, tout à rouiller quand on était à ce moment-là, c'était humide et salé. On a aussi été chercher 2 bras de suspension. J'en ai eu pour 560 quetzals, ce qui fait divisé par 7, 80 € pour les 2 bras. Ça m'a pas l'air fou furieux comme terme de prix. Ce sont des Monroe, donc j'espère que ça ira. Là, il est occupé à les installer. Vital pour abajo? Tout bien. Bon, le mécano, il a été super rapide. Il a déjà changé les bras de suspension. Là, je lui ai demandé aussi si ça va me faire des petites soudures parce qu'on a une plaque au-dessus du pot d'échappement pour éviter que la chaleur passe dans la cabine qui saute. Donc, voir si ça va me faire des petites soudures. Quitte le garage de Milton, on se remet en route, on a décidé qu'on allait se remettre près du centre sportif. C'est un endroit calme et puis ça nous donnera l'occasion de revoir un peu la ville et puis de ne pas bouger maintenant. Et voilà, ben finalement ça nous a coûté quoi? 500 quetzals? 585 quetzals. Milton gentiment nous offre la main d'œuvre, donc on n'a pas dû payer de main d'œuvre. Cet homme est un trésor. Je l'écrivais hier dans mon carnet, j'appelle l'abondance, mais l'abondance parfois, c'est simplement ça, rencontrer des gens qui sont tellement généreux, tellement accessibles et gentils. Voilà, j'ai pas d'autres mots. On va aller se faire une petite bouffe, hein. Il y a longtemps qu'on vous a pas parlé de nourriture. On a trouvé hier un petit comedor, donc un petit endroit où on prend ses lunchs local, avec plusieurs choses à choisir. Ça coûte 20 quetzals le lunch, donc un peu moins de 3 €. On est plutôt autour des 2,60 €. Et 5 quetzals en plus, donc à peu près 65 centimes en plus, pour rajouter une boisson pour à peu près 3 €. On a à manger et un verre à boire. C'est pas mal, c'est sympa, c'est local. On va vous emmener découvrir ça avec nous. On est au resto, donc on a opté chacun pour des choses différentes. Liviel a pris une soupe de bœuf, je crois, avec du maïs, un truc très local. Moi, c'est un poulet à la crème avec du riz, des petits légumes, tortilla. Esteban, poulet à la crème, pâtes. Et Santiago, poulet grillé, pâtes. Si vous passez au Guatemala, ne passez surtout pas à côté des tortillas Los Tres Tiempos. C'est une marque connue du nord au sud, d'ouest en est, tout le monde les vend. On voulait la bonne blague, c'est que je me suis fait avoir. J'étais persuadée que c'était une marque genre super connue, tout le monde les vend. Et en fait, ce que j'avais pas capté, c'est que ça veut dire juste que les gens font des tortillas le matin, le midi, le soir. Los Tres Tiempos. Et heureusement, j'ai appris ça grâce à la femme de Milton. Toujours à Moralez ce matin, donc hier on a pris l'après-midi pour un peu visiter les environs, vous avez vu.
Et là, hier soir, en fait, avec Anaïs, on a commencé à discuter, à cogiter sur quel allait être le plan pour les prochains jours. Et en fait, ici à Morales, on est à quoi, 2h30 de la frontière hondurienne, je crois, à peu près? Ouais, je pense. Quelque chose comme ça. Du nord. Puis on s'est dit qu'on voulait déjà passer en Honduras demain, même si j'ai énormément envie d'y aller. Ah, j'ai un cheveu, bah non, et du coup, ici, il y a 40 minutes, il y a un site Maya, Quirigua. On a déjà visité il y a très longtemps, qui est très beau avec des très grandes stèles. Donc on se dit, ah, pourquoi pas aller là? Qu'est-ce qu'on fait? On fait l'aller-retour depuis ici pour aller jusque voir Quirigua. Et puis on a regardé un peu la suite de notre planning, qu'est-ce qu'on allait faire en Honduras, où on allait rester et combien de temps. Et il y avait un petit point noir dans notre organisation, enfin dans notre désorganisation pour l'appeler comme ça. C'était la visite du site de Copan, qui est quand même un site Maya assez extraordinaire. En fait, si on passe par la frontière nord, pour aller à Copan, on doit faire un aller-retour. Du coup, on a commencé à cogiter et on arrive à la décision que... Alors, on allait faire Quirigua et puis on va faire Copan dans la foulée, on va passer la frontière de ce côté-là plutôt. Ça évite de devoir faire l'aller-retour maintenant et de devoir refaire aussi la même route en Honduras. On va voir un peu parce que le timing kilomètre par heure est bof. Assez dégueu. D'un autre côté, la carte relief, alors je sais pas, j'ai du mal à lire la carte relief de Google, s'il pouvait faire quelques améliorations. Mais voilà, c'est un peu compliqué à lire, mais soit, j'ai pas l'impression qu'on monte tellement, qu'on est tellement dans les montagnes, mais malgré tout, le ratio km/h est pas terrible. Donc il est encore relativement tôt, on va se mettre assez vite en direction de Quirigua, comme ça on peut le faire, et après on a vu un spot, avec un peu loin, à côté d'une ville qui a un nom magnifique, c'est Zacapa. Le Zacapa, c'est un des meilleurs rhums au monde. Oui, on aime le rhum. Voilà. Sur ces bonnes paroles pleines de sagesse, on va se mettre en route, on va démarrer Jeff. Avant le tournage, le maquillage. La crème solaire. On est arrivé sur le parking du site de Quirigua en 40 minutes comme prévu. Franchement, très bonne route, et je voulais souligner aussi parce qu'on a pas mal râlé sur les routes guatémaltèques ces derniers jours. Et là, franchement, un petit billard, 60 km/h et un peu plus. On y était tout de suite, même 2 minutes plus tôt qu'annoncé par Google Maps. Faut aussi dire quand c'est des bonnes routes, et puis nous ça nous permet aussi, on avait planifié 1 heure pour le faire, et ben voilà, en 40 minutes on y est. On va aller acheter les tickets pour faire le site de Quirigua. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que les enfants en dessous de 10 ans ne payent pas, donc pour nous c'est 0 entrée pour les enfants et juste une entrée pour Anaïs et moi. Alors là, on va visiter le site Muchangpeng, si je ne me trompe pas. Le site de Quirigua. Quirigua, oui. Mais peut-être on m'a trompé. Le plus beau de Quirigua, c'est en fait ces énormes statues. Vous voyez, elles sont superbement bien taillées. C'est des grands monolithes de pierre, donc c'est vraiment super impressionnant. Voilà, comme je dis, le site en lui-même est petit, mais si vous aimez bien le travail de pierre, c'est pour moi dans les plus beaux sites Maya qu'on peut voir. Parce que dans la plupart des autres sites, en fait, où ces pierres sont très érodées, où elles ont été détruites, et ici, le fait qu'elles soient encore en une pièce et aussi bien taillées et préservées, ça rend vraiment l'endroit magique. La stèle ici fait 10,7 m, elle est considérée comme la plus extraordinaire du Nouveau Monde. Et regardez la stèle là-bas, avec Livia juste à côté, pour vous donner une idée de la taille des stèles. Au moment, cette visite est vraiment très chouette. En plus, on est tout seul sur le site. Il n'y a personne qui vous ennuie à l'entrée pour vous vendre une visite. Là, il y a beaucoup de gens qui sont occupés à entretenir le site, donc ça, c'est voilà. Il y a des arbres majestueux. Ces stèles, elles valent vraiment la peine. Les enfants sont contents. Il y a un chien qui nous accompagne dans la balade. Le fait que ce soit pas trop grand, ça les motive aussi à s'intéresser un minimum au site. Parce que quand c'est très long, en fait, ils voient plus la longueur du truc dans leur tête qu'autre chose. Et voilà, alors qu'ici, on peut voir quasiment le bout du site en rentrant dedans.
Et ils prennent le temps de s'arrêter devant chaque statue et d'essayer de regarder un peu. Et donc comme le disait Anaïs plus tôt, ces statues, ils ont décidé de les faire un cycle de plus ou moins 5 ans. Ça a commencé une tradition pour raconter leur histoire au fur et à mesure. L'essentiel de ces statues, pas toutes, mais l'essentiel ont été érigées pendant le règne d'un seul gouverneur qui aura dirigé pendant 61 ans, ce qui est très très rare pour l'époque, et c'est donc grâce à ce gouverneur qu'on en apprend autant sur l'histoire de ce site et des Mayas de manière générale, parce que comme chaque statue détient un petit morceau d'histoire, on en apprend. Voilà, un bon dirigeant peut changer beaucoup de choses. On ne sait pas s'il était bon, c'est peut-être un sale dictateur, hein. Mais bon, grâce à lui on a des belles pierres. Bon, les écritures qu'ils mettaient, c'était essentiellement en fait les écritures sur ce qui s'était passé sur les 5 années. Donc les conditions météo, les guerres, les événements marquants des 5 années qui se sont déroulés. Et donc comme il y a une bonne dizaine de stèles, ça nous permet de connaître l'histoire qui s'est déroulée lors de ces 50-60 années du règne de ce gouvernement-là. Là, il y a un monsieur qui nettoie les statues, alors j'en ai profité pour lui poser la question. Il lave ça à l'eau et à la brosse à dents, donc pas de produit, juste de l'eau. Et il fait ça, il fait toutes les statues une fois par semaine. Le mec qui rentre chez lui, il veut plus se laver les dents, quoi. Non, et en fait, je lui posais la question, pourquoi s'il ne le faisait pas, qu'est-ce qui pouvait arriver? Il me dit que l'humidité ambiante et tout, les statues vont devenir tout de suite vertes. De l'eau, il les nettoie tout le temps. Un travail de fou. Ah, celle-là, c'est vraiment une des plus belles qu'on ait jamais vues. On a quitté Quirigua et on est en route vers Zacapa. Et en fait, la route est relativement en bon état, sauf qu'on se tape des fils de camions. Donc voilà, quand c'est pas les trous, quand c'est pas les tumulus, c'est trafic. On est arrêté sur le bord de la route, non qu'on est en panne en fait, ça il faudrait redémarrer pour être voir si on n'est pas en panne, mais simplement parce que on a été faire des courses, Anaïs a vite été faire des courses dans un supermarché. Il y a un gros problème ici au Guatemala, c'est que sur les supermarchés, ils font des tout petits... Je vais me faire interrompre par quelqu'un qui nous regarde sur YouTube. Excellent. Donc je vous disais, je suis arrêté sur le bord de la route parce que en fait... ça s'arrête. Je suis tout ému, on a rencontré notre premier abonné étranger, on était là comme ça, puis il a dit ah, je vous connais, je vous suis sur YouTube, vous étiez au Belize et tout. Ouais, super. Donc voilà, on a quelqu'un qui nous suivait ici. Donc j'ai donné un petit sticker, c'est la première fois qu'on rencontre quelqu'un qui est sorti de nulle part, qui lui dit ah, je vous suis. Donc voilà, c'est sympa. Du coup, je répète pour la 3e fois. On est garé au bord de route, pas parce qu'on est en panne, parce qu'Anaïs est partie faire des courses. Parce que dans les supermarchés au Guatemala, contrairement au Mexique, ils font des parkings ridicules et on tient pas dedans avec Jeff. Je pense que n'importe quel camping-car ne rentrerait pas dans les parkings de supermarchés ici. À 2-3 exceptions près, on en a trouvé des grands, mais là, du coup c'est un peu risqué, on doit se garer là en double fil pour qu'elle puisse vite aller en courant faire les courses. Pas sympa. Bon, on a un peu craqué au supermarché. On aurait mieux fait de pas s'y arrêter. Je cherche mes lunettes de soleil parce que je vais être éblouie. Du coup, on y a passé beaucoup trop de temps, faut être honnête. Mais ça y est, on est arrivé. Je vous montre l'endroit. C'est quand même assez mignon comme endroit et on verra si on arrive à se baigner ou pas. Mais en tout cas, l'endroit en vaut la peine. On a lu qu'ils mettaient la musique à balle jusque tard le soir, donc on verra un peu si en effet c'est insupportable. Sinon, on risque encore bien de passer 2 jours ici, quoi. Vous avez vu le coin de paradis? Bon, première impression, c'est quand même que ça pue ici. Alors, je sais pas si ça pue la vache ou si ça pue l'eau, mais... Oh bah l'eau, ça va, elle est pas trop chaude. On avait entendu que c'était trop chaud, mais franchement, ça va. Ça a plutôt la température d'un bain. Et là, il y a un deuxième petit lac, un deuxième petit bassin. C'est joliment aménagé, hein, faut le dire quand même. Ah, il est 5 h, Olivia m'a dit on va se baigner papa. J'ai dit oui. Alors l'eau, oui, elle est bien à 40. Quand on est arrivé hier, Olivia elle m'a dit papa, ça sent le gaz. Et en effet, l'odeur qu'on a ici, c'est pas tellement l'odeur de souffle de pourri qu'on a d'habitude. C'est plus l'odeur comme le gaz, comme du LPG ou quelque chose comme ça. Ah, c'est de bouillon qui est pas pire. Ah oui. Ah, c'est très chaud celle-là. Papa, moi
Là, ça c'est très chaud. Là, on est plus à... Ah, on se brûle, c'est comme une douche trop chaude. Donc, ouais. Ils sont occupés à procéder au remplissage des bassins. Donc, ce bassin-là, il est moyennement chaud. Celui-là, il est bouillant. Bouillant. Ah! Pas tenir ma main. Et là, ils sont occupés à remettre du chaud là qui déborde dans celui-ci. L'eau peut vraiment être très très chaude. On avait même lu que certains n'arrivaient pas à se doucher tellement l'eau était chaude. On nous avait aussi dit que le monde arrivait le soir et ça c'est en effet vérifié parce qu'avant ça les gens ont trop chaud. Moi perso, petite piscine comme ça à 38 degrés tout le temps, ça me va. C'est parfait. Je voulais vous partager quand même ma dernière découverte très intéressante. Je pense que ça va aider tous les voyageurs. Vous vous rappelez peut-être, quand on était à Bangkok, j'ai dû acheter ce fameux pantalon pyjama que tous les touristes s'achètent. Forcé et contraint parce que j'allais aller en short au palais. Du coup je l'ai utilisé et c'est craqué. Donc voilà, je me suis retrouvé avec un pantalon à jeter. On l'avait gardé dans les petites loques pour prendre le niveau d'huile. Mais je me suis rendu compte ici, comme on était à des sources chaudes, que l'eau qu'on prenait, il y avait pas mal de particules dedans. Du coup, j'ai réutilisé le pantalon pour le mettre en pré-filtre de la Berkey. C'est pas beau la vie. Donc si tu as un vieux pantalon de voyage que tu as ramené de Bangkok, et ben voilà une super idée de réutilisation.